Est-ce que tu peux me donner ton avis sur MicroStrategy? Plus j'en apprends, plus j'ai l'impression que c'est un énorme Ponzi. C'est pas un Ponzi, MicroStrategy, mais c'est un play agressif qui peut se passer très bien comme très mal. Je sais pas si tout le monde voit à peu près de quoi on parle quand on dit MicroStrategy. Disons que c'est un play bien risqué, quoi. Ponzi, non, y a de la création de valeur quelque part, mais si cette valeur ne se crée pas, ça va se péter la gueule bien, quoi. C'est un pari. Paradoxalement, moi je pense qu'il va y arriver, mais ce serait pas honnête de dire autre chose que c'est couillu quand même, c'est touchy. Je vois pas ce que c'est. Vous voulez qu'on fasse un point MicroStrategy vite fait? Je peux vous le vulgariser si vous voulez, hein. C'est en gros le gros sujet de Wall Street là, pour vous résumer très vite fait. Ouais. Bon, allez, je vous le fais vite fait. En gros, très vite fait, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent ou qui ont peut-être ne serait-ce que entendu parler de la base. En gros, MicroStrategy, c'est quoi? Vous savez que ça devient sérieux parce qu'on va sortir le paint. Alors, spoiler, je vous fais on va parler de produits financiers et de stratégies financières de grands groupes très compliqués. Moi, je suis un petit passionné de ces sujets-là, ça m'intéresse. Je vais essayer de vous vulgariser ça avec mes connaissances. Absolument probable que je me plante sur des définitions ou sur des fonctionnements spécifiques de produits financiers complexes. Moi, c'est la vision que j'en ai et la compréhension que j'en ai à l'instant T et la vie que j'en ai à l'instant T basée sur tout ça. Parenthèse mis à part, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire? Alors, en gros, MSTR, c'est une société de technologie, MicroStrategy aux US, qui est cotée en bourse et qui, en gros, est gérée par un mec qui s'appelle Michael Saylor, dont j'ai lu le bouquin en 2012 qui s'appelle The Mobile Wave et qui est quelqu'un qui a en gros prédit toute la vague technologique qui allait se passer suite au téléphone portable et au fait que tout devienne logiciel. En gros, la thèse de Michael Saylor, c'est quelqu'un qui est très axé nouvelles technologies et sa thèse c'était de dire étant donné que les gens commencent à avoir accès à de l'information infinie avec les téléphones portables, tout va devenir du logiciel. C'est-à-dire la nourriture devient du logiciel parce qu'on accède à des courses en ligne, à du Uber Eats, machin par du logiciel, le divertissement devient du logiciel, etc. machin. Bref, c'était un peu la thèse 2012-2013 de Michael Saylor avec son livre The Mobile Wave, tout devient du logiciel. Il y a un bouquin d'ailleurs qui est toujours retrouvable sur Amazon et que je vous conseille de lire, qui n'a rien à voir avec le sujet dont on va parler aujourd'hui, mais qui vous montre un petit peu le personnage et comment il pense. Il a une façon de penser à 10-15 ans en arrière, et il a une façon de penser qui est une façon de penser de fracture. Toujours garder ça en tête, c'est que c'est un mec qui lui ne pense pas petit changement doux que la technologie va avoir sur le monde. Lui, il pense fracture. Il pense, ok, ce truc-là vient de sortir. Son biais, c'est de dire, ça va absolument tout changer. C'est pas un gars qui est dans la dentelle, quoi. Juste pour, ça se voyait déjà en 2012 avec son bouquin. Bref. Et donc cette boîte, elle fait quoi? Elle fait du conseil aux entreprises. Elle fait de la business intelligence, de la data. Donc c'est des trucs, pour vous le résumer très rapidement, c'est des logiciels qui vont permettre à McDonald's de dire, écoutez, il vaut mieux qu'on prépare plus de Big Mac le jeudi parce que le jeudi, il y a plus de gens qui commandent de Big Mac que d'autres choses. Pour vous vulgariser très vite, le boulot de MSTR, c'est de faire du logiciel qui permet de faire ça pour les entreprises. En 2000, à peu près en 2000, ils ont eu un premier run incroyable en bourse. Je vais essayer de vous sortir la chart puisque Michael Saylor était un grand participant de la première vague de la tech, ce qu'on a appelé la dot-com bubble, en investissant énormément dans ce secteur-là de l'économie, qui s'est évidemment crashé parce qu'on a su que tout le monde a suivi grosso modo. C'était la bulle dot-com, ce qui ne voulait pas dire que la technologie et Internet n'avaient aucun avenir, mais juste que ça avait grandi à un point que c'était devenu une bulle, la dot-com bubble, où toutes les boîtes disaient maintenant on est machintruc.com et on est numérique, et c'était la grande hype du moment. Ça, on le voit dans la chart, si je mets une chart. Voilà, donc là, on parle du Michael Saylor des années 2000, on pose un peu le contexte du personnage, voilà, sa boîte commence à coter en 98, boum, dot-com bubble, la boîte passe à 141 $ l'action et rechute à peu près 10 balles l'action, et l'histoire de MicroStrategy aurait pu s'arrêter là, puisque sa société a continué à coter à peu près 10 balles l'action. Elle a oscillé entre 5, 10, 2, 3, jusqu'à 2021. Et aujourd'hui, où il s'est passé ça, puisque Michael Saylor, étant un mec qui a une façon de penser, comme on disait, de rupture, a eu la nouvelle idée qui est, alors il a fallu plusieurs décennies quand même, hein, mais une nouvelle idée qui est de dire, Bitcoin va complètement changer la monnaie pour toujours. Et les gens qui vendent du Bitcoin ou qui ne s'y intéressent pas n'ont aucune foutre idée de ce qui est en train de se passer. Et donc, il a commencé, à peu près à ces environs-là, à acheter du Bitcoin avec l'argent de sa société. Mais il s'est dit, acheter du Bitcoin avec l'argent de sa société, c'est un peu petit bras. Ça fait chier. Alors certes, il commençait à en acheter beaucoup. Il a commencé à avoir 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50 de toute la supply de Bitcoin disponible dans le monde. Mais il en voulait plus. Et il s'est mis à faire un truc qui est de fournir des produits financiers aux professionnels de la finance autour de Bitcoin
avec notamment des CB. Grosso modo, ce qu'il émet, c'est un produit financier qu'il émet sur une place de bourse qui s'appelle un convertible bond, donc de la dette convertible en français. Qu'est-ce que c'est que ce produit financier? Ça permet de dire, je vais t'émettre un titre de dette, voilà, un bout de papier, qui donc c'est un titre de dette, c'est-à-dire que tu vas me prêter 500 $, ok? Je vais devoir te rendre ces 500 $ à échéance, mettons 5 ans par exemple, ok? Et je vais te payer un taux d'intérêt qui va être, je dis n'importe quoi, 3% par exemple. Voilà. Ça, c'est un titre de dette. Toutes les entreprises peuvent faire ça sur les places boursières. Les États font strictement la même chose d'ailleurs. Tu peux émettre de la dette, dire voilà, j'ai besoin d'argent pour financer tel ou tel truc. Donc, j'émets un titre de dette, on vous paye, c'est un prêt. Exactement, c'est littéralement un prêt. Faut pas oublier que la bourse, on a l'habitude d'acheter et vendre des actions, mais la bourse, avant tout, ça sert à avoir du financement. La bourse, c'est un marché des capitaux pour financer des projets. Donc, tu peux émettre des titres de dette, tu peux émettre plein de trucs. Bref. Donc il fait des convertible bonds. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça convertible et pas seulement bonds? Parce que c'est un type de bonds qui est assez spécifique, puisque une fois qu'arrivent les 5 ans, tu peux choisir. Alors je sais plus si tu peux choisir ou si c'est la boîte qui choisit, je sais plus. Mais tu peux choisir soit de te faire rembourser ton argent avec les intérêts, donc 500 plus 3% au bout de 5 ans, soit de convertir ça en actions de la société. Imaginons que ça vale 10 actions MSTR. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, toi tu as le choix en tant qu'investisseur ou la boîte choisie, je sais plus, encore une fois, m'attrapez pas la veste sur les définitions exactes. Tu peux choisir soit de récupérer ton argent avec intérêt, soit de récupérer les actions proportionnelles à la valeur de ce que tu avais emprunté. Pourquoi ça peut être intéressant pour l'un ou pour l'autre des acteurs? Parce que notamment sur des boîtes qui font de la qui ont une growth rate, comme on dit, très très élevée, donc qui grandissent très vite, peut-être que le cours de l'action a explosé et qu'il est donc plus intéressant d'avoir des actions de la société et de les vendre plus tard que d'avoir le cash que tu leur as prêté de base. Parce qu'en fait, 10 actions MSTR valent beaucoup plus que 500 balles plus 3%. Par exemple, ok? Est-ce que jusque-là, on est bon? Parce que ça va s'intensifier. Je vais effacer. J'efface le tableau, les enfants. Hein. Ok. Bon, il n'y a pas de questions dans la classe, donc j'imagine que c'est bon. Hein. Arrêtez-moi, hein, parce qu'après, on part encore plus en fou du bus. Donc, je peux aller aux toilettes, monsieur. Bon, en gros, qu'est-ce qui se passe avec MSTR et pourquoi c'est en train de péter? Parce que il fait un type de convertible bonds qui est assez rare, puisqu'il y a un coupon. Donc, c'est en gros, c'est le taux d'intérêt qu'il paye aux gens qui achètent son bond, qui est de 0%. C'est-à-dire que MSTR, en ce moment, je crois à peu près tous les mois, émettent des milliards de dollars de convertible bonds à 0% de coupon. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que des gens achètent des milliards de dollars et donnent des milliards de dollars à MicroStrategy en espérant un taux d'intérêt de 0? Puisque MSTR ne ment à personne, disent les gars, on vous donnera aucun intérêt. Et c'est parce que MSTR, cet argent ne sert qu'à une seule chose, acheter du Bitcoin. Non contents d'en acheter avec l'argent qu'ils avaient en réserve, ils émettent de la dette, donc ils s'endettent à taux 0 pour en acheter encore plus, et ils font ça en boucle. Tous les mois, bam, 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 bam. Ils achètent, ils achètent, ils achètent. L'intérêt de faire ça, c'est quoi? C'est que toi, en tant qu'actionnaire, tu as une action MSTR. Excusez-moi, je prends 2 secondes pour faire mon truc. L'intérêt de faire ça, c'est que toi, en tant qu'actionnaire, le nombre de bitcoins que la société a en trésorerie et qui correspond à une action augmente dans le temps. C'est-à-dire que peut-être que en janvier, tu vois, en janvier, une action MSTR était égale à 0,00001 BTC, mais en décembre, peut-être, les chiffres sont faux, c'est pour vous donner un exemple, hein, ça correspond à 0,00010 BTC parce qu'ils en accumulent en masse. Et donc toi, en tant qu'actionnaire MSTR, tu as, c'est ce qu'on appelle la NAV, la Notional Average Value, je sais plus, qui peut être NAV plus ou qui peut être NAV moins. En gros, la valeur de ce que détient MSTR devient de plus en plus positive avec le temps. Et donc ton action MSTR correspond à plus de Bitcoin que ce n'était avant. Et donc tout l'esprit de ce pari, c'est ça, c'est de dire le marché est complètement crétin, personne ne comprend que Bitcoin est une technologie de révolution et grâce à laquelle il y aura un avant et un après. Et donc tout ceci est rentable pour MicroStrategy, pour Michael Saylor et pour les investisseurs qui leur prêtent du pognon, tant que d'ici à la fin du coupon, d'ici à la fin des 5 ans où ils ont émis la dette, BTC est plus cher qu'aujourd'hui. Tout le pari repose sur ça. Est-ce que Bitcoin vaudra plus que son prix d'aujourd'hui dans 5 ans? Si c'est le cas, tout le monde est content. C'est super. Et on est tous super contents. Si c'est pas le cas, ça veut dire que MicroStrategy, pour combler ses obligations, sera obligé d'émettre des actions et donc de baisser la valeur de son NAV, puisqu'ils vont bien devoir revendre des BTC à un moment donné pour couvrir tout l'argent qu'ils ont emprunté. Voilà en gros à peu près ma compréhension de ce qui se passe aujourd'hui et de la stratégie de Michael Saylor pour devenir grosso modo l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est clair? J'ai essayé de faire ça avec mon niveau de compréhension. Encore une fois, hein, je sais que parfois il y a des gens qui bossent vraiment dans ces sujets-là qui sont dans mon chat, donc c'est pour ça que je prends un peu de pincettes parce que j'ai pas envie de faire le mec. Les gars, j'y connais tout. Moi, ça me passionne de fou, mais voilà. Moi, c'est mon niveau de compréhension. Est-ce que je pense qu'il va y arriver? Ça paraît délirant et c'est pas un conseil en investissement de vous dire d'acheter du MicroStrategy. En toute transparence, je ne possède aucun titre MicroStrategy, moi personnellement. Mais moi, je pense qu'il va y arriver parce que je pense qu'il y a de très grandes probabilités, si on run les probabilités, il y a de très grandes chances que BTC va être plus cher dans 5 ans qu'aujourd'hui. Voilà ce que je pense. Quand tu convertis en actions, tu prends le prix des actions au début du contrat. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc avant les 5 ans, ce qui change beaucoup pour ces entreprises. C'est vrai qu'en plus, oui, quand tu convertis en actions à la fin du coupon, ou du... J'ai oublié comment on dit, ouais, je dis coupon par défaut. Ce qui compte pour savoir combien d'actions tu vas avoir, c'est le prix quand tu as signé le contrat et pas le prix dans les 5 ans à la fin. Vraiment tous les BTC. Quel est le pourcentage de valeur en Bitcoin possédé par la société par rapport à ce qu'il a en prêt? Je crois qu'il y a un site qui fait ça, MicroStrategy Bitcoin Nav Dashboard. MSTR Tracker, est-ce qu'il y a... Ah voilà, vous avez tout. C'est MSTR-Tracker, TRACKER.com. Vous avez quelques analytics sur ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc vous avez le prix actuel de Bitcoin, vous avez le nombre de Bitcoin par action, la valeur en Bitcoin, la valeur en dollars du nombre de Bitcoin par action et le premium du NAV. Donc c'est à combien l'action trade à un premium par rapport à ses voilà, performance métrique, etc. machin. Et donc pourquoi c'est important? Parce qu'on pourrait se dire que c'est un truc juste de bitcoiner et tout, parce que je crois que c'est l'action MSTR aujourd'hui entre ces produits dérivés, donc les bonds et tout, et l'action en elle-même, c'est l'action qui a le plus grand volume de Wall Street. Ils sont en train de bouffer Wall Street à un point mais délirant. On peut acheter les bonds en retail quelque part? Oui. Si tu veux en acheter, tu peux aller chez n'importe quel broker. Vous savez que moi, je suis sponsorisé depuis des années et je soutiens Trade Republic. Et je crois, on va vérifier tout de suite parce que j'avoue, j'ai pas vérifié comme je suis pas client de ce produit. Je crois que les bonds MSTR devraient trader chez Trade Republic a priori, comme c'est une bonne crèmerie. Si je tape MSTR, est-ce que je les ai? Est-ce qu'ils les ont ou est-ce que c'est US only? Il y a un monde où c'est US only parce que je sais pas si la dette américaine de ça, je sais pas si on l'a. Micro. Ah non, on a accès aux produits dérivés short long, on a accès à MicroStrategy tout court, mais on n'a pas accès à la dette. Je sais quoi, je vais poser la question à Trade Republic. Vous m'avez chauffé, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est parce que c'est réservé au marché US? C'est possible. Coucou Vincent, j'ai une question dans mon chat à laquelle je n'ai pas la réponse. Sur Trade, on a accès aux bonds de MSTR. Est-ce que c'est parce que vous devez vous-même le lister manuellement ou est-ce que c'est un produit réservé aux US? Merci. Voilà. Je viens de poser la question en live. Je vais me garder un onglet avec le groupe chat que j'ai avec Trade Republic. Si j'ai une réponse, je vous la partage là tout de suite en direct. J'avoue que je ne sais pas. Il y a une prédiction sur Polymarket pour savoir s'il va faire un dépôt de bilan en mai. Ah ouais? Ouais, bah les gens y croient pas beaucoup. Hein. Il n'y a que 8% de chance selon Polymarket que MicroStrategy annonce une banqueroute au 31 mai. Donc bon, peu probable. Dans 48 heures, on reçoit une notif. Nouvelle obligation disponible. Bah tant mieux hein, si vous vouliez ce produit. Moi je suis content qu'il l'amène. Non mais en vrai, il y a un monde où en fait c'est ce genre de produit de dette convertible. C'est un produit qui est exclusivement US. Point d'interrogation. Je ne sais pas du tout. MSTR ne fait que ça comme activité. Non, ils ont toujours leur côté entreprise de logiciel. C'est une boîte de logiciel, mais il se trouve qu'elle a cette activité aussi de mise sur le marché de produits financiers reliés à Bitcoin. Et c'est des produits qui sont énormément tradés par les institutionnels. En fait, tous les produits financiers, donc la dette, machin, que MicroStrategy émet sur les marchés, en fait, c'est pas que nous on s'en bat les couilles, mais c'est que c'est des produits qui sont tradés par les fonds de pension, certains types de fonds structurés qui ne peuvent pas acheter du Bitcoin directement et qui du coup vont s'exposer. Ils vont faire des stratégies de trading qui sont un peu plus avancées. Ils vont faire des stratégies par exemple delta neutrales, qui sont des stratégies qui permettent en fait d'obtenir du rendement en étant short et long sur le même instrument. Et de choper le rendement qui est la différence entre les deux contrats. Et en fait, tous ces produits-là, tous ces stratégies de trading sont possibles parce que MicroStrategy propose ces produits financiers. Pour vous donner un exemple, il n'existe pas, je crois encore, de produits dérivés sur l'ETF Bitcoin sur le marché américain. Et donc, comme MicroStrategy propose ces produits-là, bah, tu as des fonds qui vont utiliser les produits de MicroStrategy pour être short, long, delta neutre, machin, sur Bitcoin. Et ils s'exposent au marché via les produits MicroStrategy. En fait, c'est une boutique MicroStrategy sur les marchés américains. C'est un magasin qui vend des produits dérivés différents sur Bitcoin, de la dette, du machin, du truc, pour les gens qui ne peuvent s'exposer que comme ça. Et donc, c'est très utile à plein de fonds institutionnels. Tu as vu que Saylor a conseillé à
Microsoft d'acheter du Bitcoin. Oui, et je vais terminer sur ça parce que la vidéo dure que 3 minutes. Je trouve ça intéressant parce que c'est le genre de truc que vous n'avez pas l'occasion d'entendre souvent. Là, on voit donc le président d'une très grosse boîte, Michael Saylor, donc, qui a été invité par Microsoft à faire une conférence sur pourquoi est-ce qu'il devrait acheter du Bitcoin. Et vous allez voir ses arguments. Ça dure 3 minutes, c'est sa présentation, et on va la regarder parce que c'est intéressant. 3 minutes 22 secondes. Ça, c'est la présentation qu'il va faire à Microsoft à la fin du mois. Là, je crois que c'est le 20 décembre la présentation, mais il l'a publié en ligne sur YouTube déjà. Je vais juste mettre la traduction des sous-titres pour que vous puissiez suivre. Parce que déjà qu'on parle de trucs de finances compliqués, et en plus il n'y a pas de sous-titres, ça va être compliqué. Ouais, je terminerai là-dessus parce que je trouve ça intéressant. Microsoft can't afford to miss the next technology wave, and Bitcoin is that wave. Bitcoin represents the greatest digital transformation of the 21st century. It represents digital capital. The global wealth is distributed across assets that provide utility and others that preserve capital. But risk is destroying trillions of dollars of that capital every single year. And investors are turning to digital capital in the form of Bitcoin in order to avoid that risk. Digital capital is economically and technically superior to physical capital, and it represents a revolutionary advance in capital preservation. The asset class itself is growing from trillions to hundreds of trillions of dollars, and it is backed by digital power, along with political and economic power. It makes sense for Microsoft to be powered by digital capital. Bitcoin's the best asset you can own. The numbers speak for themselves. It makes a lot more sense to buy Bitcoin than to buy your own stock back, or to hold Bitcoin rather than holding bonds. If you're going to outperform, you're going to need Bitcoin. And those bonds are undermining your options market and your equity liquidity. Luckily, you have an alternative. Public support for Bitcoin is surging, as is political support, as is support for the US Bitcoin Strategic Reserve, as is Wall Street support. And the President of the United States says, never sell your Bitcoin. That's why we're entering year one of the crypto renaissance. And you have a choice to make. Cling to the past or embrace the future. Divest billions of dollars and slow your growth rate. Invest billions of dollars and accelerate your growth rate. You've surrendered hundreds of billions of dollars of capital over the past 5 years, and you've just amplified the risks that your own shareholders face. If you want to escape that vicious cycle, you're going to need an asset without counterparty risk. What if you could buy a $100 billion company growing faster than Microsoft for 1 times revenue? What if you could keep doing it every single year? It's time for Microsoft to evaluate its Bitcoin strategic options. We've created an open source model. You can plug in your own assumptions. You can convert your cash flows and your dividends and your buybacks and your debt into Bitcoin. If you do that, you'll add hundreds of dollars to the stock price. You can create trillions of dollars of enterprise value. You can strip away risk from your shareholders, and you can prosper on the Bitcoin standard. So do the right thing for the world and adopt Bitcoin. 3 minutes qui va présenter du coup à la fin du mois au board de Microsoft qui l'a invité du coup. Ce sera intéressant de voir ce qui va en sortir. Surtout que d'ici la fin du mois, les choses bougent vite en ce moment, donc c'est intéressant. Voilà, j'espère avoir résumé à peu près le sujet. La voix est soporifique, je trouve. Ah, c'est classique, classique Saylor, ça. Tu penses pas faire chuter le prix quand MicroStrategy va vendre ses BTC? MicroStrategy ne vendra jamais ses BTC sauf s'ils en sont forcés. En tout cas, c'est la stratégie annoncée et c'est sur ça que tout repose. Fin du mois, BTC à 200K, peut-être pas quand même. Vous savez combien de capital il faut pour faire bouger le prix à ce point-là? Faudrait qu'il se passe vraiment quelque chose. Et puis on est à la fin de l'année, les gens ils vont partir en congé et tout. Je pense pas que ça va bouger à ce point-là. Après, bon, ce sera pas la première fois que j'aurais été surpris par ce produit financier Orange, hein, donc pas envie de dire jamais, mais peu probable à mon avis.